retour dans l'Africa Newsroom avec nous, notre invité secrétaire général du MPP, le parti présidentiel au Burkina Faso, Monsieur Nabaloum, et nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Daouda Tall. Et la croissance du crédit au secteur privé a ralenti en Afrique subsaharienne depuis le début de l'année. Les pays les plus touchés sont bien évidemment les exportateurs de matières premières dont les cours mondiaux, rappelons-le, ont fortement baissé entre 2015 et 2016. Ibrahima Diouma. L'Afrique subsaharienne fait face à un ralentissement du crédit au secteur privé depuis le début de l'année 2016. Selon le Fonds monétaire international, les pays exportateurs de matières premières sont les plus touchés, notamment à cause de la baisse des cours mondiaux de leurs produits d'exportation. Conséquence, le FMI revoit sa prévision de croissance à 3% en 2016, contre 3,4% au terme de l'année 2015. Naturellement, pour les banques, ça devient de plus en plus compliqué de financer une économie où les rendements sont de moins en moins intéressants. Et le secteur bancaire réagit justement à la chute des cours, notamment des matières premières. Il faut retenir que ce n'est pas le cas sur l'ensemble du continent. Il y a énormément de disparités entre les pays. Les pays qui en pâtissent le plus sont les pays exportateurs de pétrole, exportateurs de matières premières, fortement adossés budgétairement sur leurs matières premières. Aujourd'hui, les taux de croissance n'étant plus au rendez-vous, le secteur bancaire limite son financement à l'économie. Le FMI invite les gouvernements africains à mobiliser des ressources locales en se montrant plus efficients dans l'allocation des ressources collectées. Pour les observateurs, le marché financier de l'Afrique subsaharienne attend le retour à la stabilité des prix des matières premières pour se relancer dans les investissements privés. Les perspectives à venir sont encore intéressantes. Tout va dépendre justement du retour à la hausse des cours des matières de base qui va permettre justement de rebooster la croissance africaine. Pour le secteur financier, je pense que les mesures qu'il faut prendre lorsqu'on est dans ce type de situation, c'est justement travailler à améliorer le portefeuille de financement. Donc c'est via par exemple l'amélioration des véhicules d'investissement qui permettent de financer l'économie autrement que par son secteur bancaire. C'est travailler par exemple à favoriser le capital investissement, c'est travailler à favoriser la microfinance. Actuellement, les produits de croissance sont tirés par une consommation dépendant en grande partie des importations, ce qui se traduit par une croissance très faible du produit intérieur brut par habitant, estimé à plus 0,6%. Une épargne nationale brute en repli à seulement 13,4%, un solde budgétaire moyen déficitaire de moins 4,6%. S'y ajoute un renforcement du déficit commercial négatif des biens de moins 3,4%. Daouda, on en parle souvent du financement au secteur privé en Afrique. Là, on a un recul. Déjà que c'était un secteur qui n'était pas forcément dynamique. Avec ce recul, ça va être difficile de faire émerger ce secteur privé dont on parle souvent autour de ce plateau. Effectivement, Amira. Mais par contre, moi, je vais peut-être voir les choses d'une autre façon. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce recul, mais il faut voir qu'est-ce que ça renferme, ces chiffres-là. Est-ce que c'est le financement du secteur privé international qui investit dans le pays qui baisse ou pas ? Parce que ça c'est une question importante, puisque les chiffres sont donnés de manière globale. On sait que les multinationales, quand elles arrivent en Afrique, elles vont aussi solliciter les banques locales, parfois dans le cadre de leurs projets, même si c'est des entreprises étrangères qui s'installent sur place. On a vu des cas comme ça. Donc moi, ce qui est important, c'est que le secteur privé local ait accès au financement. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a eu également une baisse ou pas? C'est-à-dire un entrepreneur local, comme on l'a souvent dit, Amira, effectivement, les financements leur manquent. Donc moi, je veux bien qu'il y ait une baisse des fonds disponibles, en tout cas du financement du secteur privé, entre guillemets, international, et une augmentation compensée par... Ce qui vous intéresse, ce sont les entreprises locales. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui garantit le développement. Monsieur Nabaloum. Oui, moi je dirais plutôt que est-ce que ce n'est pas dû aussi au crédit des banquiers par rapport au taux d'intérêt? C'est peut-être dû à ça aussi. Et quand je prends particulièrement l'or blanc qu'on appelle sur le coton, le prix du coton a baissé. Mais quand la CFDT va acheter, ce n'est pas au même tarif. Ils proposent aux paysans un tarif plus bas, ils nous font arriver ici, ils veulent évoluer ça à un autre tarif, alors que tout en sachant que quand le paysan enlève le prix d'achat de l'engrais et de l'entretien et des insecticides qui paye, finalement, ça ne le motive pas. Voilà mon point de vue là-dessus.
Jean-Marie, vous aussi, vous en avez souvent parlé de cette différence entre les entreprises locales et internationales, ces multinationales qui viennent s'installer sur le continent africain. C'est comme si nos pays favorisaient plus l'installation de ces multinationales que leurs propres entreprises. Amira, on revient sur mon cheval de bataille dont je parle toujours sur ce plateau, à savoir quoi? À savoir que quand les institutions internationales des pays occidentaux arrivent chez nous en Afrique, on nous dit privatisez tout chez vous. Et j'ai toujours été, si vous voulez, à l'encontre, si vous voulez, de ces politiques-là. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous prenez des investisseurs directs étrangers qui arrivent sur place, le capital international va à la recherche de la rentabilité la plus élevée possible du moment. Dès l'instant que vous avez cette rentabilité-là qui baisse tant soit peu, vous êtes sûr que vous allez avoir un rapatriement des capitaux que vous avez dans le pays, d'où la nécessité d'un État fort pour pouvoir assurer nos émergences dont on parle en Afrique. Là, moi, je continue à le répéter, on ne peut pas s'asseoir uniquement sur l'activité bancaire parce que le banquier n'est pas un philanthrope et la vision du développement, c'est une vision à long terme alors que la vision de l'activité bancaire est une vision à court terme. Donc là, les États africains commencent à ressentir, si vous voulez, de la nécessité des États forts chez nous au lieu de vouloir tout privatiser et de le laisser aux mains des firmes multinationales, comme Daouda le disait tout à l'heure. Et je voulais parler de la microfinance, mais on n'a pas le temps, on en parlera certainement au cours de la semaine. Et avec l'inauguration de la nouvelle aérogare de la capitale, les autorités togolaises sont ambitieuses. Un flux de voyageurs de 2 voire 3 millions de passagers, de 5000 tonnes de fret sont attendus par an. Le pays compte tirer un maximum profit de ce nouvel aéroport. C'est un sujet de Déocratia Spodou. La nouvelle aérogare de Lomé est désormais opérationnelle. Réalisée grâce à un investissement de près de 150 millions de dollars, l'infrastructure pourrait permettre à la capitale togolaise d'enregistrer les 2 millions de passagers par an contre 600 000 passagers selon les dernières estimations. La zone de fret, quant à elle, passera de 15 000 tonnes à 50 000 tonnes de traitement annuel. De quoi susciter un regain d'intérêt de la part des compagnies aériennes étrangères. Ce qui se passe aujourd'hui au Togo n'est que la révélation d'une vision orientée sur le développement des services, c'est-à-dire offrir à la plupart des personnes qui ont pour destination l'Afrique de l'Ouest un service assez performant et qui leur permet de travailler sur toute l'Afrique de l'Ouest. Cet aérogare va être comme le port autonome de Lomé, un hub. Nous sommes dans une démarche où nous arrivons à coupler une vision avec la manière de gérer les infrastructures. C'est ça qui est très intéressant dans le modèle togolais. La compagnie panafricaine Askai a lancé ses opérations dans la nouvelle aérogare depuis le 20 avril 2016. Elle souhaite faire de l'aéroport de Lomé un hub dans le cadre de ses projets de développement. L'infrastructure, plus grande que la précédente, dispose d'un nouveau parking avion conçu pour recevoir 15 appareils gros porteurs, 3 passerelles télescopiques d'accès aux avions ou encore 24 comptoirs d'enregistrement pour réduire les délais d'attente en période de grande affluence. Sur les 5 dernières années, quand vous cumulez la plupart des investissements qui ont été réalisés sur l'ensemble du Togo, les services ont pris une très grande partie. Et aujourd'hui, on ne peut plus comparer ce qui se passe au Togo avec les options qui ont été prises par d'autres pays. Si ce cap est gardé, nous pensons que le Togo, avec sa taille assez moyenne, pourra couvrir l'ensemble des pays de la CEDEAO, sinon de l'Afrique de l'Ouest, à partir des représentations des sociétés qui aimeraient bien s'implanter en Afrique. Egypt Air, Turkish Airlines, Kenyan Airways, Arik Air ou encore la compagnie congolaise Eker, la liste des avionneurs aspirant à desservir Lomé se rallonge. Même si pour le moment, rien n'a encore été confirmé, beaucoup espèrent que la concurrence naissante profitera aux passagers. Elle devrait contribuer à faire baisser les tarifs pratiqués sur la destination Togo dans les prochaines années. Jean-Marie, j'ai pas envie de froisser les égos de nos chefs d'État, mais vous le disiez d'ailleurs en off, on a comme l'impression que chaque État sur le continent africain veut faire grâce à son nouvel aéroport un hub sous-régional, voire régional. Nous en avons tellement parlé à Amira que ça en devient, excusez-moi du terme, pathétique quelque part. Chaque pays, si vous voulez, en Afrique veut construire un hub sur son territoire, sans jamais se poser la question et faire de la prospective économique. Quel est le marché que nous avons à couvrir? Sur le marché de l'aérien, il y a ce qu'on appelle une taille critique. Quels sont les pays qui sont capables de pouvoir atteindre cette taille critique-là et
pouvoir exploiter avec efficacité, si vous voulez, des infrastructures comme celle-ci, parce qu'il y a la maintenance derrière. Le tout, c'est pas de construire. Il faut avoir les techniciens. Il faut pouvoir rentabiliser cet investissement-là. Au lieu de construire des aéroports comme ça, nous avons souvent parlé des compagnies régionales ici, là, qui seraient beaucoup plus efficaces et qui seraient beaucoup plus économiques pour les États africains. Mais malheureusement, les égos de nos chefs d'État, chacun veut construire son propre aéroport. On a de l'argent, on achète ses propres avions. Ça dure quoi? Ça dure 5 ans, 10 ans, la compagnie ferme. On a tellement perdu l'argent là-dessus que cet argent-là aurait pu aller sur le développement à long terme des populations. Tout simplement pourquoi? Parce que les gens ne font pas de la prospective efficace au niveau du développement économique et du développement surtout à long terme. Ces infrastructures-là seront-elles rentables, si vous voulez, pour ces pays-là? Vous avez un hub à Abidjan, vous en aurez un à Lomé, vous en aurez un autre peut-être à Dakar. Mais ces hubs-là, pour quelle population? Pour desservir, comment dirais-je, quelle population? Et quelle va être la rentabilité de ces compagnies aériennes-là qui sont montées et de ces grandes infrastructures-là qui sont construites, si vous voulez, à des montants qui sont des fois pharaoniques par rapport au budget, aux nécessités de nos populations africaines. Daouda, je suis sûre que vous avez envie de parler de Dakar, de ce hub régional, mais on va rester sur le Togo. Désolé, quand on se dote d'un tel aéroport avec des coûts très très importants, est-ce un investissement intelligent, en tout cas pour le Togo? Est-ce que le Togo peut espérer des retombées financières sur du court terme? Ah non, certainement pas sur du court terme. Par contre, sur du long terme, pourquoi pas? Effectivement, parce que bon, c'est des investissements très lourds. Donc, sur le court terme, il faut même oublier. Maintenant, tout dépend aussi de la capacité Mais est-ce que le Togo a les moyens aujourd'hui d'investir autant pour attendre des retombées dans 10 ans ou 15 ans? Bon, il y a d'autres priorités, c'est clair et net. Il y a d'autres priorités. Bon, on sait très bien que le Togo, c'est pas non plus le premier pays le plus développé en Afrique. Donc, il y a des besoins de santé, il y a des besoins d'éducation, il y a des besoins en développement local, etc. Est-ce que les autorités ont su prioriser? Est-ce qu'ils ont su prioriser? C'est une grande question, Amira, qu'il faudra peut-être poser aux autorités à l'occasion. Mais je pense que ce n'est pas la priorité première. Ça, moi, c'est mon point de vue, il est là. On peut faire autre chose, on peut mutualiser les moyens, comme le disait Jean-Marie, à l'échelle régionale, effectivement. Maintenant, bon, c'est un prêt, il me semble, c'est un prêt de la Chine. Et vous savez, les Chinois, ils vous donnent l'argent à flot, on va dire. Mais quand ils engagent une coopération, est-ce que c'est par cette facilité-là ou pas? Mais ce qui me rassure un petit peu pour temporiser dans le cas du Togo, c'est que la CEDEAO a quand même une limite entre l'endettement et le PIB, le rapport dette-PIB, il me semble, si de mémoire, c'est de 70%. Donc je pense que le Togo se ferait quand même taper sur les doigts si la dette explosait de manière exponentielle. Merci Daouda pour vos analyses. Merci Amira, c'était un grand plaisir et comme d'habitude, bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous Jean-Marie. Bonsoir Amira et bonsoir à tout le monde. Merci Monsieur Nabaloum. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du MPP en France, le MPP parti au pouvoir au Burkina Faso. Merci pour vos analyses. Tout à fait, c'est à moi. Nous vous remercions et espère revenir sur vos antennes pour une fois de plus exprimer la démocratie africaine et en particulier burkinabé si l'occasion se présentait encore. Et oui, l'occasion va se présenter. On parle très souvent du Burkina Faso, pays en pleine reconstruction, avec une transition réussie et des élections qu'on a énormément saluées autour de ce plateau. Effectivement, c'était vraiment un beau, très très beau processus. Oui, en tout cas, par la volonté de tous. Et on l'espère. J'espère que ça va aller dans le bon sens et que on est exigeant, mais bon, on fera avec. Exactement. Et vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Mais l'Africa Newsroom, ce n'est jamais fini. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, toujours consacrée au pays des hommes intègres. Vous l'aurez compris, le Burkina Faso. À demain.